C'est parti. Ok, pour commencer, on va vous proposer une petite activité brise-glace via WooClap, justement. On a utilisé plusieurs fois et je crois que nombre d'entre vous connaissent déjà cet outil. Donc, je vous ai mis dans le chat un lien. Vous allez pouvoir le suivre. On ne vous demande pas de créer de compte ni quoi que ce soit. Vous allez pouvoir répondre directement à des petites questions. De mon côté, je partage l'écran pour qu'on voit tous les réponses en même temps. S'il y a des soucis de connexion, n'hésitez pas à nous le dire en activant votre micro. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça a l'air bon. Ok, c'est un petit nuage de mots. Donc, la première activité, on vous demande atelier Kezako. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mot? Vous avez le droit de faire des blagues. Du japonais. On a du japonais, oui. Le bricolage. Pratique. Ok. Les pairs. Ensemble, ouais. Évaluation. Alors, je ne sais pas si vous savez, sur WooClap, normalement, les mots qu'on voit s'afficher en plus grand sont les mots qui ressortent le plus. Donc là, notamment, ensemble. On a travaillé en groupe. Petit groupe, oui. Bon, on a pas mal de On a un choses. chat maintenant. Bon, voilà déjà des petits mots-clés. Est-ce que ça vous inspire? On va peut-être passer à la deuxième question, hop, juste après. Là, on voudrait Oui, il y avait savoir... Fab Lab aussi. Pardon. Oui, il y avait Fab Lab aussi, oui. Du coup, on voudrait savoir si vous avez déjà mis en place une évaluation par les pairs, alors que ce soit avec l'atelier ou avec via une autre activité, bien sûr. Okay. Alors, pour les personnes qui ont répondu oui, il y en a deux. C'est peut-être Elisa et Fanny qui vont présenter, justement. Ah, il y en a On a trois. une troisième. Oui. Elle aura le droit de se manifester à la fin. Oui. Bon, je me manifeste tout de suite, c'est un peu faussé, je suis désolée. Ah, c'est toi, Corinne. Ok. Et il me semble donc, bon, pas sûr, mais visiblement oui. Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a plus de la moitié qui ont déjà testé en tous les cas. Ok. Bon, ça nous donne déjà une petite idée. Donc, merci d'avoir participé à une petite question de brise-glace là, de Clap. Je vais donner la parole à Laure qui va commencer à nous présenter ce que c'est que l'évaluation par les pairs. Et ensuite à Maëlys et Jean-Paul. Puis on aura les interventions donc, de Elisa puis de Fanny.
Donc, bonjour déjà. Alors, l'évaluation par les pairs, donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignant qui va demander à ses étudiants de s'évaluer entre eux. Donc, les étudiants, ça peut être, comme c'est écrit, hein, un étudiant d'un même groupe, des étudiants d'une même promo, mais on peut élargir, ça peut être de promos différentes ou d'années complètement différentes. Et les étudiants, donc, vont avoir deux rôles, le rôle d'évaluateur, mais également le rôle d'évalué, parce qu'ils vont autant être évalués que évaluer des camarades. Et c'est pour cela qu'il faut bien leur expliquer, qu'il faut bien intégrer l'idée que dans les deux cas, ils ont le statut d'apprenant et gardent leur propre statut d'apprenant. Ils ne deviennent en aucun cas un enseignant. Voilà, pour pas qu'il y ait de problèmes, entre guillemets, qui se sentent illégitimes. Je laisse la parole à Maëlys. Bonjour. Alors pourquoi, quand on est enseignant, on pourrait proposer l'évaluation par les pairs? Alors en fait, déjà, de proposer l'évaluation par les pairs, ça permet d'offrir plus souvent des rétroactions aux étudiants. Si vous avez des groupes de 40 ou 50 étudiants, forcément, vous ne pouvez pas corriger tous les 15 jours, tous les mois, des copies, des dossiers pour chacun des étudiants. Ça donne également à l'étudiant un rôle actif, c'est-à-dire qu'il fait son devoir, mais il fait sa tâche d'apprentissage, mais ça ne s'arrête pas là. Il a aussi une tâche d'évaluation et ça permet de le responsabiliser, ça le valorise, puisqu'il a quand même la responsabilité de donner une évaluation à ses pairs. Enfin, ça confronte les étudiants à différentes manières de traiter un énoncé. Ils vont se dire « Ah ben moi j'ai fait ça, mais visiblement il y en a d'autres qui ont tenter une autre approche, donc ça leur montre autre chose. Le fait de devoir rédiger des rétroactions, de devoir mettre une note, que tout cela ait du sens pour la personne qui nous évalue, leur permet de développer des compétences de communication et de collaboration, puisqu'ils peuvent aussi leur donner des aides, des conseils. Au niveau de l'autorégulation aussi, les étudiants qui corrigent, qui évaluent, vont pouvoir, en expliquant en effet comment les autres étudiants auraient pu traiter le problème, ça permet de mieux retenir et de voir la différence qu'il y a entre eux et les autres, enfin la différence d'apprentissage, et donc de réparer ce petit gap. Et enfin, pour les enseignants, ça allège le temps de correction. Mais il n'y a pas que ces raisons-là pour proposer l'évaluation par les pairs, on le verra tout à l'heure avec les témoignages. Est-ce que tu peux passer, s'il te plaît? Comment mettre donc l'évaluation par les pairs en place? Déjà, autant pour la tâche à accomplir, la tâche d'apprentissage, que pour la tâche d'évaluation, il faut donner des consignes très claires aux étudiants. Sinon, ils ne vont pas savoir comment s'y prendre, comment corriger. Ce qui peut aider, c'est de fournir une grille critériée explicitée, c'est-à-dire que la grille, vous ne la donnez pas telle qu'elle, mais vous expliquez aux étudiants vraiment ce qu'on attend de leur évaluation, s'il y a différents niveaux dans les critères. Ce qui peut être bien aussi, c'est de co-construire cette grille avec les apprenants. J'ai lu un témoignage d'une enseignante, qui avait fait construire la grille à ses étudiants, et elle se rendue compte qu'à la fin, ces critères à elle, tels qu'elle corrigeait tous les ans, étaient les mêmes que ceux qu'avaient définis les étudiants. Donc, il n'y a pas une différence flagrante. Il faut aussi, quand on veut faire ça, on va dire, si on veut le faire sur toute une année, par exemple, si on veut vraiment mettre ça en place pour du long terme, prévoir un entraînement pour apprendre, en gros, aux étudiants à s'évaluer, à se corriger. Et l'atelier de Moodle permet en effet de proposer un travail exemplaire, ce qu'ils appellent. Donc, les étudiants s'entraînent sur ce travail et voient ensuite le corrigé type qu'a fourni l'enseignant, et ils peuvent comparer ce qu'ils ont évalué de ce que l'enseignant a évalué. Ça permet d'avoir un retour un retour. Ils peuvent se comparer et ils peuvent se sentir plus légitimes pour corriger, parce qu'il peut y avoir cette crainte-là de se dire « mais moi, je ne suis qu'un étudiant, comment je fais pour donner mon avis sur les copies de mes pairs, sachant que je n'ai pas forcément bien réussi moi-même le travail ». Donc voilà, je laisse Jean-Paul vous expliquer maintenant quelques points techniques de l'activité atelier sur Moodle. Bonjour à tous. Là, je vais commencer par aborder quelques-uns des avantages d'utiliser l'activité atelier de Moodle.
Notamment, il est possible de demander aux étudiants différents types de production. Donc, ce choix est configurable via Moodle par l'enseignant et cela va permettre de varier les types de production possibles pour un même devoir. Donc là, par exemple, on voit on peut demander aux étudiants des documents audio, des images, des documents texte, tableur Excel, etc. Il est possible également d'anonymiser au moment de l'évaluation, que ce soit les propriétaires des travaux qu'un étudiant va évaluer, mais également le nom des personnes qui vont nous évaluer, ou au contraire de rendre ça public. L'atelier de Moodle étant quelque chose qui se déroule en plusieurs phases, il est possible également d'automatiser le passage d'une phase à l'autre. Et enfin, si on voit dans le pool de copies de très bonnes copies qui émergent, on peut les publier, les rendre publiques pour les montrer à l'ensemble de la communauté apprenante, ainsi que les évaluations qui leur ont été associées. Donc, si on passe à la slide suivante, donc pour l'étudiant, un atelier se déroule de façon très simple. Il va d'abord déposer un devoir, corriger un ou plusieurs devoirs, et enfin recevoir une note à son devoir qu'il a déposé, ainsi que les commentaires associés, et également un retour sur son activité de correcteur. Alors évidemment, côté enseignant, il y a un peu plus de choses à mettre en place. Il faut, comme tout devoir, du coup, concevoir le sujet, mais également la grille d'évaluation qui sera présentée aux étudiants, effectuer tous les paramétrages nécessaires de l'activité, que ce soit les dates de rendu notamment, les types de rendu, également les méthodes de notation. La phase suivante, ça va être la remise des devoirs par les étudiants. Et l'enseignant peut choisir, va attribuer les différents travaux aux étudiants, soit manuellement, soit automatiquement. Donc, ces travaux seront corrigés par les étudiants. Ensuite, la note finale sera calculée. La note finale qui est une addition de la note attribuée au travail rendu par l'étudiant et par la notation de l'activité d'évaluation des autres. Et l'enseignant peut, pour vérifier s'il n'y a pas de dérive ou quoi que ce soit, vérifier certains travaux, les évaluations associées et éventuellement faire un ajustement. Et enfin, à la fermeture de l'atelier, les notes, les feedbacks, les commentaires sont accessibles aux étudiants. Donc, si on fait un focus sur la notation très rapidement, donc sur la slide suivante, voilà, on peut configurer dans l'activité atelier différentes stratégies d'évaluation qui auront chacun leur formulaire d'évaluation associé. Il est possible pour un étudiant d'évaluer des copies sans leur attribuer des notes, mais en mettant que des commentaires, ou en mettant par exemple un critère suffisant, insuffisant, etc. Il est possible pour l'enseignant de faire en sorte que l'étudiant puisse également corriger sa propre copie parmi les autres copies qu'il a corrigées à la lumière de la grille d'évaluation qui lui a été fournie. Ce dont on parlait tout à l'heure, les travaux exemplaires, il est possible de définir comme obligatoire cette phase de correction du travail exemplaire pour que tout le monde soit vraiment à l'aise avec l'exercice, que même un étudiant qui n'a finalement pas très bien réussi le devoir rendu voit ce qui a été attendu, comprenne bien les critères de la grille d'évaluation pour pouvoir noter de la façon la plus juste et qu'il puisse être efficace dans cette activité de notation. Et il est également possible de moduler la part accordée du coup, au travail remis et la part accordée à l'évaluation des travaux des autres. Généralement, on est sur du 80-20, mais il est possible d'augmenter ou de diminuer chacune des parts. Et enfin, la notation des évaluations se fait de façon automatique avec plusieurs niveaux de sévérité. Il faut savoir que automatiquement, Moodle, par exemple, une copie va être corrigée 5 fois et les notes vont être, par exemple, je dis quelque chose au pif, 6 sur 20, 14, 14, 14 et 20 sur 20. Moodle va juger effectivement que les copies, les évaluations à 6 sur 20 et 20 sur 20, qui sont des évaluations extrêmes, sont peut-être plus éloignées de la réalité, donc seront moins bien notées.
Donc, je laisse la parole du coup pour les témoignages. Alors, on a Elisa et Fanny. Je crois qu'on avait marqué Elisa en premier. Alors, je suis Mais désolée, c'est hein, comme vous le souhaitez. je coupe ma caméra parce qu'on me dit que ma liaison Internet n'est pas très stable. D'accord. J'espère que le son est de qualité satisfaisante. Oui, c'est bon. Ouais. Alors, du coup, moi, sur le témoignage, je n'ai pas préparé de diapositive hein, parce que mon expérience est un peu unique dans cet atelier, à savoir que je l'ai déroulé sur une seule discipline. En fait, j'ai monté un travail qui allie des statisticiens et puis des agronomes. À partir de vrais jeux de données issus de la recherche en viticulture et en œnologie. Et le but, c'était de faire un petit peu une marche d'escalier entre ce que voient nos étudiants en statistique en tronc commun, où les jeux de données sont parfaits pour leur apprentissage, hein, où il n'y a jamais une coquille, il n'y a jamais un pépin, pas d'individu manquant, enfin tout va toujours très bien pour dérouler les statistiques. Et ensuite, ce que je souhaitais, c'est qu'ils puissent, à partir de leur bagage technique, effectuer une interprétation technique de leur travail. Alors, ce qu'on faisait, donc on travaillait avec un collègue statisticien et on suit un projet à partir de séances de travail personnel, etc. Et classiquement, on faisait une soutenance de ce travail-là, groupe par groupe, un peu comme à la messe. Hein. C'est-à-dire que chacun soutenait. Donc, le premier groupe, tout le monde est attentif. Et puis, au fur et à mesure, tout le monde prend son train et puis, il n'y a plus personne, quoi. Du coup, suite à cette expérience-là, je m'étais dit, bon, il faut vraiment qu'ils s'écoutent les uns les autres parce que les jeux de données étaient complémentaires. Et donc, on a mis en place l'atelier via Moodle où finalement, je prends un individu de chacun des petits projets pour constituer ce que j'appelle les tables de présentation. Et en fait, chacun est obligé d'écouter les uns et les autres et cette obligation passe par le fait qu'il faut qu'ils s'évaluent à la fin. Alors, ce qui m'intéressait moi, c'est surtout qu'ils aient une position active, qu'ils aient aussi une écoute envers les uns les autres et vraiment qu'ils apprennent de ce qu'avaient fait les autres. Après, sur l'évaluation, ça me permet d'avoir un peu une obligation de travail, mais ce n'est pas ce qui compte le plus, en sachant que souvent, ils s'attribuent tous de très bonnes notes. Donc, en gros, j'ai des notes à l'oral qui oscillent entre 15 et 18, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je retrouve, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir leur écoute et la position active. Et ça, je l'ai complètement avec ce mode en atelier. Alors, je ne sais pas si je peux partager mon écran pour vous montrer, parce qu'on retrouve tout ce que vous en donnez en termes de méthodologie. La grille d'évaluation, je la donne, elle est disponible sur Moodle dès le départ. Et j'ai voulu la faire assez simple pour pas qu'il y ait des états d'âme. C'est-à-dire que c'est 0 ou 1 pour chaque item, quoi. C'est-à-dire que soit ça y est pas. Est-ce que la problématique a été explicitée? Est-ce qu'il y a eu des perspectives d'évoquer? Est-ce que les tests statistiques ont été explicités de cette manière-là? Donc, soit ça y est pas, et j'ai pas de demi-point ou de partie sur 3 ou sur 4 à évaluer. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas leur capacité à s'évaluer entre eux ou à se corriger, mais c'est vraiment dans le partage d'expériences sur les différents projets. Alors, ça fonctionne très bien au niveau 3e année, 2e année. J'avais fait un test sur une autre petite série, séquence pédagogique avec des premières années et ça avait un peu moins marché. Du coup, je ne sais pas trop si c'était lié au niveau de formation des étudiants ou si c'était ponctuel, parce que je ne l'ai pas renouvelé. L'année d'après, on était en situation de confinement, donc je n'avais pas renouvelé l'expérience. En tout cas, ça fonctionne très bien en distanciel ou en présentiel, puisqu'on avait l'année dernière fonctionné avec Discord, mais cette année, si le confinement se poursuit, on le fera avec Big Blue Button pour pouvoir faire des petites salles par table en fait, et que nous, en tant qu'enseignants, on puisse se balader comme on se balade en présentiel de table en table, là, c'est de se balader de salle en salle avec les logiciels de visio. Donc, si je résume très
très bon retour d'expérience sur le fait de rendre les étudiants actifs, de s'écouter, de partager l'expérience. Par contre, au niveau de l'évaluation, c'est pas là que je les attends et je les trouve pas là non plus parce que alors, il y en a quelques-uns qui se donnent des pots de banane entre eux, mais du coup, j'ai 20% de la note qui est, en gros, s'ils sortent un peu de la moyenne de l'évaluation. C'est-à-dire que si j'en ai un qui note très sévèrement, il se fait un peu bananer par les 20% de la note parce qu'il est complètement en dehors de la moyenne. Mais c'est vraiment epsilon, ça joue sur rien. Mais c'est aussi rigolo de voir parce que je l'ai fait avec un public d'étudiants français et puis internationaux. En fait, culturellement, la perception de la note peut amener des réactions très rigolotes, où un étudiant se plaint d'avoir eu une mauvaise note alors que c'est lui qui a banané tous ses copains et que c'est les 20% de sa note en moyenne qui font qu'il a une moins bonne note que les autres. Et est-ce que toi, pardon Elisa, est-ce que toi, quand tu vois la fin des notes des étudiants, est-ce que toi, tu mets ton évaluation par-dessus ou pas? Alors, en fait, ce que je fais sur cette séquence-là, c'est qu'avec le collègue en statistique, on note la note écrite. Okay. Et on note pas l'oral. Ça veut dire que ça nous permet d'être sûr qu'il n'y a pas de grosses bêtises et de grosses coquilles. Mais on note pas l'oral. On fait des remarques quand on se promène de table en table, mais on n'a pas de correction approfondie de l'oral. En fait, cette partie-là a été faite à l'écrit. Ok. Alors là, sur les groupes, le groupe que j'ai en tête et dont je vous ai parlé, c'est entre 15 et 20 étudiants. Je l'ai fait sur plus, on était au-delà entre 30 et 40 étudiants. En fait, c'est selon la taille du projet. Si on est entre 3 et 5 étudiants, ça fait entre 3 et 5 tables en fait, à la fin à gérer. Donc, je pense que 5-6 tables, on arrive à peu près à gérer. Après, au-delà, il faut peut-être envisager des binômes par projet. Alors, je ne sais pas trop si vous avez des questions. Je pourrais vous transmettre la fiche d'évaluation. Elle est assez basique en termes d'items. C'est respect du temps imparti, format scientifique, graphes et figures bien choisis et bien présentés, rigueur dans l'expression, réponse informative aux questions posées. Enfin, des choses un peu génériques, mais qui sont notées sur 0 ou 1 parce que je veux pas qu'on passe du temps à se chipoter sur l'évaluation. Je vois qu'il y a une question dans le chat et que Johan a levé la main. Est-ce que ça vous va si on y répond peut-être à la fin pour être sûr que Fanny ait le temps de présenter à son tour? Ok. Et Lila, de ton côté, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi c'est bon, Elsa. Si je peux répondre après dans le chat si on était un peu court dans le temps, pour que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Ok, je peux. Comme tu préfères. Sinon, je pense qu'on aura le temps à la fin. Il est 13h30. Normalement, Fanny devrait ne pas dépasser 13h40. Je vais essayer. Okay. Bon, Fanny, alors, on te laisse partager. Je crois que tu voulais partager. Voilà, ça, je vais partager mon écran, sachant qu'il y a des choses... Attendez, non, c'est pas ça. Voilà, il y a des choses qui ont déjà... Alors, est-ce que vous y voyez bien? Oui. Oui, c'est assez gros? Ça va ou vous avez besoin que je le grossisse un peu? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller, voilà. Alors, donc il y a des choses qui ont déjà été dites, notamment dans la préparation et les aspects un petit peu techniques. Mais bon, comme je ne le savais pas, je l'avais quand même préparé dans l'atelier. Donc, c'est un atelier. Donc, moi, j'enseigne la culture générale, questions contemporaines à différents niveaux à Sciences Po Bordeaux. J'ai testé l'atelier dans à peu près tous les niveaux, sauf comme ma collègue, enfin, si ma collègue l'a fait, mais moi, je ne l'ai pas fait en première année parce que voilà, je m'étais dit qu'ils n'avaient peut-être pas la maturité pour, mais bon, j'essaierai peut-être l'an prochain. Mais il n'empêche que je l'ai testé dans différentes années, donc j'ai choisi de vous parler plus particulièrement de la 5e année objectif ENA, c'est-à-dire des étudiants qui préparent des concours administratifs avec qui j'ai testé cela parmi les différentes expériences d'ateliers que j'ai fait.
Donc là, j'avais simplement rappelé au début de quoi s'agit-il, l'atelier, évaluation par les pairs, tout format. Là, ce dont je vais vous parler, c'est un format écrit, document Word qui devait rendre, mais je l'ai aussi testé avec d'autres groupes, avec des formats audio. C'est-à-dire que les étudiants devaient s'enregistrer pour un travail donné et ensuite faire le même travail d'évaluation et par rapport à quelque chose qui était audio. Alors, comment ça se présente Là aussi, ça a été, je crois, ça a été dit et montré. Attendez, il faut que je rebaisse un petit peu en termes de taille. Donc, voilà, c'était sûr. En fait, moi, je l'avais intégré dans Moodle, totalement. J'avais donné les consignes ici. J'avais mis donc l'atelier ici. Donc, c'est dans, effectivement, les ressources. Donc, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a différentes phases. Ça se présente comme ça, la phase configuration, remise des travaux, évaluation, passer à la phase de notation et ensuite fermer, où là, les étudiants peuvent aller consulter, en fait, leurs travaux. Oui, c'est bien ça. Le paramétrage, alors j'ai trouvé un petit peu complexe au début, mais je suis loin d'être une as en informatique, donc je suppose que pour beaucoup de personnes, ça ne sera pas trop. Bon, disons qu'il faut prendre le pli, et surtout ce que j'ai trouvé très bien, merci Elsa notamment et Florie de m'avoir indiqué comment faire au début. Ce qui est bien surtout, c'est qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le prendre pour modèle. C'est-à-dire que si on veut le refaire dans d'autres groupes, on peut tout à fait aller regarder comment on a fait la première fois et tout simplement le reproduire. Voilà, donc ça facilite les choses. On peut régler beaucoup de choses, le type de format, effectivement, quel type d'évaluation, les items, quel type de feedback, les dates exactement de remise des travaux. Est-ce qu'on veut que ce soit aléatoire, c'est-à-dire que c'est, je dirais, l'algorithme qui définit finalement qui hérite de quels travaux, ou est-ce qu'on veut le faire nous? Ça peut être intéressant quelquefois, quand on connaît bien les étudiants, d'essayer de faire des binômes, par exemple, entre un étudiant plus sûr de lui, moins sûr de lui, etc. Donc voilà, il y a toutes ces possibilités. Voilà, donc ça c'est pour le paramétrage. Alors, mon activité réalisée, c'était donc pour des étudiants qui étaient en 5e année Master 2 en objectif ENA, donc qui préparent des concours de la fonction publique. Donc c'est une année très intensive de préparation au concours. Alors je l'ai fait en fait dans le cadre d'une activité asynchrone, c'est-à-dire que on était début novembre, au mois d'octobre on était déjà passé, c'était déjà en activité hybride, c'est-à-dire la moitié du groupe en présentiel. C'est un groupe de, je crois qu'ils étaient 22 étudiants. Mais il y avait la moitié du groupe en présentiel, la moitié à distance, chaque semaine. Mais début novembre, on était passé en tout temps et maintenu pour certaines séances le principe hybride, c'est-à-dire qu'il y avait la moitié du groupe qui se connectait en direct, en synchrone, et l'autre moitié du groupe, justement, qui en asynchrone, cette séance-là, avait à faire l'atelier. Voilà, donc ça veut dire qu'il y en a 11 qui l'ont réalisé, mais après j'ai tourné, c'est-à-dire qu'une semaine plus tard, j'ai fait l'inverse avec l'autre demi-groupe. Donc l'objectif méthodologique, c'était sur un sujet de dissertation, sur un sujet de données de dissertation pour un entraînement au concours. Il devait rédiger l'introduction et le plan détaillé. Donc c'était un sujet de dissertation sur l'État et la vie privée. Il devait donc le rédiger et ensuite évaluer, c'est-à-dire, voilà, moi la finalité, c'était qu'ils se mettent à la place d'un correcteur. Voilà, en fin d'année, ils vont passer des concours très sélectifs, ça leur permet aussi de dédramatiser la question de l'évaluation, de se mettre à la place d'un correcteur qui a une copie. Voilà, on avait déjà travaillé avec eux, c'est quand même la 2e année qu'ils sont aussi en préparation au concours, donc on avait déjà travaillé un petit peu avec eux, les critères de la copie claire, fluide, qui se lit facilement, etc. Et donc voilà, ça permettait aussi pour eux de se mettre à la place d'un correcteur, c'était ça la finalité. Alors voilà, bon, ça je ne le reprends pas, puis ça a été dit, donc dans les différentes étapes, la phase de remise des travaux, voilà comment ça se présente. Attendez, j'ai sauté une étape, non, page 7, j'ai du mal à descendre. Alors voilà, j'avais fait une grille d'évaluation. Donc là, je l'avais faite moi-même, mais qui correspond globalement à la grille d'évaluation que j'ai d'habitude pour la dissertation. Et voilà, donc ça se présente comme ça. On a différents critères. J'en avais mis 5, je crois, 4 ou 5, je ne sais plus. Donc peut-on repérer les différentes étapes de l'introduction? Et à chaque fois, j'avais mis suggestion d'amélioration. C'est-à-dire que l'étudiant qui corrige, non seulement il doit donner son avis, une appréciation, mais aussi suggérer quelque chose pour améliorer, ce qui oblige à faire ce travail d'amélioration. Le sujet est-il compris et cerné? Le plan répond-il bien au sujet, avec aussi suggestion d'amélioration? Je crois que j'avais un 4e item. Les exemples sont-ils pertinents par rapport à l'argumentation? Sont-ils bien choisis? Et pareil, ils devaient suggérer d'autres exemples si jamais ils estimaient qu'ils n'étaient pas suffisamment bien choisis. Je précise que ceux qui évaluent étaient forcément des étudiants qui avaient eux-mêmes déposé la dissertation. Parce qu'on peut choisir dans les paramétrages qu'on peut évaluer sans avoir fait soi-même le travail. Moi, je voulais que ceux qui évaluent aient eux-mêmes fait le travail pour que justement, ils aient davantage de recul par rapport à l'exercice.
Alors voilà des exemples, j'ai fait une capture d'écran de quelques exemples d'appréciation. Alors ils ont mis des appréciations d'une longueur que je n'aurais jamais mise pour chaque item. Et encore, là j'ai sélectionné les plus courtes. Hein. Donc, par exemple, le plan répond-il bien au sujet? Le plan permet bien de répondre aux enjeux principaux, etc. Bon, quelquefois une nuance. À la fin, il y avait un feedback général aussi. Bon, là, j'ai mis que les items 3, 4, feedback général, mais il y en avait certains dont les appréciations dépassaient largement le cadre. Hein, et ils ont fait vraiment le travail de manière très, très complète et très, très approfondie. Hein. Ils ont très bien joué le jeu, en tout cas. Ensuite, donc, moi, je n'ai pas noté. J'ai fait ce choix de mettre uniquement une évaluation avec appréciation qualitative, mais pas de notes, bon, pour différentes raisons. Voilà, j'avais pas envie, sur ce point-là, comme ils sont déjà en plus un petit peu dans un esprit de prépa concours, d'en rajouter avec la notation entre eux. Hein, donc, c'était uniquement évaluation de ce type. Et c'est donc une fois que la phase est fermée qu'ils peuvent consulter l'évaluation qui a été faite. Alors, je n'avais pas fait exprès pour le paramétrage, mais d'après ce qu'ils m'ont dit de leur retour, ils savaient qui les corrigeait. Par contre, ils ne savaient pas qui les avait corrigés. Mais je me suis rendu compte que très vite, entre eux, ils avaient créé un petit groupe WhatsApp avec qui m'a corrigé, ils échangeaient. Ils ont même fait des dialogues. Il y en avait, pas dans les exemples que j'ai mis tout à l'heure de feedback, mais qui, dans les appréciations, disaient si tu veux plus de renseignements, c'est moi qui t'ai corrigé. Il mettait son prénom, contacte-moi. Enfin bon, voilà, ils ont vraiment. Voilà, ça faisait presque une sorte, pour certains, de dialogue. Hein. Ensuite, je passe la diapo 10. Alors, quel a été mon rôle? Alors, effectivement, le paramétrage, définition des critères d'évaluation et je pense aussi une certaine habitude. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que dans les appréciations qu'ils mettaient, alors consciemment ou inconsciemment, et tant mieux d'ailleurs, ils reprenaient aussi certains de formulations, d'appréciation, de critères que j'avais. Donc, je pense qu'il y a quand même une imprégnation qui s'était faite en amont. Donc, pour l'enseignant, il y a quelques manipulations à faire pour passer d'une phase à l'autre. Alors, théoriquement, ça peut passer automatiquement d'une phase à l'autre, mais quelquefois, il a fallu que je relance quand même la machine. Alors, peut-être que c'était moi qui ne l'avais pas bien paramétré, mais quelquefois, il a fallu que je donne un petit coup d'accélérateur. J'avais fait évaluation aléatoire, c'est-à-dire chacun devait corriger 2 travaux, mais c'était, je dirais, Moodle qui choisissait qui corrigeait qui. Hein. J'avais décidé de ne pas attribuer moi-même. Mon rôle a été aussi celui de superviseur. Alors en fait, comme c'était en hybride, c'était quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail parce que ça veut dire qu'on a la moitié du groupe en direct plus une moitié qui est en asynchrone. Donc en fait, ça leur a permis de faire une dissertation qu'ils n'auraient pas faite sinon. Parce que je dirais, on a un certain nombre de dissertations que je donne régulièrement à corriger, mais celle-là, je pense que je ne l'aurais pas donnée en termes de correction si jamais ça ne s'était pas fait comme ça. Donc mon rôle a été d'être superviseur. Je n'ai pas relu intégralement les productions qu'ils ont faites en termes de dissertation, d'introduction et de plan détaillé. Par contre, j'ai lu les évaluations des étudiants. Alors, je les ai relus pour 2 raisons et avec 2 interventions principales. D'abord, pour vérifier, ça n'a pas du tout été le cas, mais au cas où qu'il n'y ait pas de règlement de compte, voilà, que ça ne soit pas, que ça ne devienne pas un peu agressif, ou même involontairement d'ailleurs, hein, qu'il n'y ait pas des formulations qui soient un petit peu malvenues. Ça n'a pas du tout été le cas, au contraire, c'était très très courtois. Et mon rôle a été aussi de vérifier la cohérence, c'est-à-dire s'il y avait à chaque fois 2 correcteurs, de vérifier qu'il y ait une certaine cohérence entre eux. Par exemple, il y a dans un des cas, ça ne s'est pas produit souvent, hein, la plupart du temps c'était cohérent, mais dans un des cas, il y avait un des correcteurs qui avait mis, apprenant correcteur, qui avait mis l'introduction est beaucoup trop longue et avait justifié les raisons, et un autre qui avait mis l'introduction est beaucoup trop courte et avait explicité les raisons. Alors là, je me suis dit, si effectivement je n'interviens pas, l'étudiant ne va plus savoir de quoi il en retourne. Donc voilà, c'est pour ces cas particuliers de contradiction éventuelle hein, dans les appréciations que là, je suis intervenue. Donc le bilan que je peux en faire, le retour que l'ont fait les étudiants, bon, ils ont beaucoup aimé. Je l'ai fait dans d'autres groupes aussi, d'autres groupes de préparation concours que j'ai, ils ont aimé également. Je l'ai fait avec un groupe de 4e année pour des enregistrements audio, etc. Bref, enfin, mais les étudiants de ce groupe notamment ont beaucoup aimé. Ils m'ont d'ailleurs redemandé de le faire. Je les ai encore au mois de mai. Je vais le refaire avec eux. Je vais le refaire d'ailleurs de manière différente, c'est-à-dire non pas en asynchrone pour un enseignement hybride, mais en préparation de la séance, en fait. Ça permet aussi de varier les exercices, de changer un petit peu de la manière de fonctionner. Alors, ça a fonctionné parce que c'était des étudiants assez avancés dans le cursus, 5e année. Effectivement, j'ai essayé en 4e et 5e année. Je n'ai pas essayé en premier cycle. Bon, peut-être que ça aurait fonctionné aussi, mais c'est vrai que là, ils ont fait preuve quand même d'une grande maturité hein, dans cette manière de faire. Alors donc, je l'ai utilisé avec d'autres groupes d'étudiants en préparation au concours. Je l'ai fait aussi avec des étudiants de 4e année pour des enregistrements audio.
et aussi avec un groupe d'étudiants internationaux pour des enregistrements audio également, que j'avais des étudiants que j'avais en un cours sur la société française, dans lequel ils devaient d'abord s'enregistrer en français, puis après ça faisait à la fois un travail de production orale, mais aussi d'écoute pour eux en français. Pareil, exactement, toujours avec le même principe et une grille d'évaluation qu'ils devaient compléter, et en même temps, ça les faisait écrire d'ailleurs aussi en français. Voilà, donc je voulais vous livrer cette expérience, et bien sûr, je suis prête à répondre à vos questions. Merci. Il y a eu beaucoup de questions. Alors, des questions assez techniques. Une question, par exemple. Si l'anonymat est contourné par les élèves, vaut-il mieux, selon vous, maintenir l'anonymat ou bien oublier l'anonymat? Ça peut être un avis, mais tout le monde peut participer. Ouais. Je pense qu'on peut tous échanger là-dessus. Fanny, oui. Après, peut-on vraiment le maintenir? C'est-à-dire que si entre eux, ils échangent sur un groupe parallèle en citant des exemples de phrases, mon devoir commençait comme ça, qui m'a corrigé, je ne sais pas trop si on a les moyens de le faire déjà. Bon, moi, je l'ai vu comme plutôt positif, au contraire, hein, comme un intérêt pour l'exercice. Voilà. Parce que je me suis dit, s'ils ont envie d'entrer en contact entre eux, c'est qu'ils ont envie d'échanger davantage sur ce qui a été évalué. Voilà. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Alors, est-ce que Moodle propose des outils pour co-construire la grille? Je n'en ai aucune idée, mais peut-être que... Moi, je dirais a priori non. En tout cas, ce n'est pas intégré dans l'atelier. Je pense que pour co-construire la grille, ça peut être une séance synchrone avec tous les étudiants, voire l'enseignant, ou alors une activité, enfin, des séances prévues pour, mais ça ne se fait pas directement dans l'atelier. Très, très éventuellement, des choses peut-être comme un wiki sur Moodle où ils peuvent travailler de façon collaborative en asynchrone. Mais c'est quand même mieux de prévoir un temps en synchrone pour ça, à mon avis. Il y a quelqu'un, Delphine, qui demandait l'auto-évaluation est-elle conseillée sur des profils niveau M1? Ça me fait penser juste, je reprends, en tout cas dans l'atelier de Moodle, on peut aussi proposer aux gens d'évaluer leur propre copie. Je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure. Et l'évaluation par les pairs, ça peut se pratiquer à quasiment tous les niveaux, si ce n'est qu'il faut un peu l'accompagner avant. Je sais que quand j'étais à Montaigne, quand j'étais tutrice pour des étudiants, sur des promos de L1 en LEA, donc avec plus de 900 étudiants, ils arrivaient à faire des petites rédactions et à faire en sorte que les étudiants s'évaluent entre eux. Donc ça marchait, donc ça doit être possible. Et c'était la même chose, moi de mon côté, quand je travaillais à l'Université de Bordeaux, où effectivement, sur des cohortes de 2000 étudiants en droit, sur des sujets de recherche documentaire, ça permettait effectivement d'alléger au maximum le temps de correction de ces 2000 copies. Puisqu'on est sur les corrections, du coup, j'ai bien aimé aussi la pratique de Elisa, qui consiste à noter, mais peut-être pas beaucoup, la façon d'avoir corrigé, si j'ai bien compris. Et pour revenir aussi sur toutes ces notations, si derrière, il n'y a pas la notation on va dire de l'enseignant, il pourrait y avoir un biais, c'est-à-dire que la moyenne des étudiants pourrait être complètement décalée par rapport à ce que nous, on souhaiterait, comment on voudrait l'évaluer. Alors là, je parle de notes, mais ça peut être aussi sur une version sans notes. Hein. Je pense qu'il peut aussi y avoir un biais. Et donc, pour reprendre par exemple l'exemple de Lisa, la personne qui s'est vue attribuer une note moins bonne juste sur sa partie correction, ça pourrait être lui qui est dans le juste, c'est-à-dire ça pourrait être lui qui aurait noté finalement comme l'enseignant. Est-ce qu'on s'affranchit ça en se disant, bon, bah, en général, lorsqu'on fait ce genre d'exercice, on trouve plutôt une bonne adéquation entre l'enseignant et la correction des élèves ou... Parce que moi, je vois des biais partout, en fait. Donc, En fait, moi, je te rejoins, Johan, sur les biais, mais si tu veux, moi, c'est un truc qui compte pour peut-être 10%. Alors, un point de 10% sur un note final, j'avoue que le biais... Oui, juste qu'on est dans l'épaisseur du trait, tu vois, c'est-à-dire que si tu as 16 au lieu d'avoir 18, bon voilà, on ne va pas en faire un fromage. Mais avec des étudiants internationaux, la notion de notation est très différente d'en France. Hein, donc, c'est vrai que quand ils ont 14, c'est un peu l'apocalypse.
Mais quand on a un peu explicité en disant, bon, en France, 12, c'est assez bien, 14, c'est bien, 16, c'est très bien, 18, c'est excellent, et puis 20, ça n'arrive quasiment jamais. Quand on a explicité ça, après, c'est bon, quoi. Mais ce n'est pas ce que j'ai recherché, en fait. Je pense qu'il faut qu'on définisse bien nos objectifs au départ. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le partage. Alors, je pense que le partage peut avoir lieu dans l'évaluation, comme l'expliquait Fanny, en sachant que voilà, les gens, ils proposent des améliorations, ils s'enrichissent les uns les autres. Moi, c'était vraiment en se disant, ben, on a pu travailler sur un seul jeu de données qui avait ses propres caractéristiques. Comment on récupère l'expérience des autres collègues qui ont travaillé pendant un mois sur d'autres jeux de données, dans d'autres configurations. Et ça, à part avec cet atelier-là, j'ai jamais pu l'obtenir avec nos manières très classiques de dire chacun passe à la queue leu là. Et puis à 4h30, on s'aperçoit quand on se retourne qu'il y a les 3 pimpins du groupe qui finissaient, quoi. Après, il n'y a plus personne, quoi. Donc ça, moi, je sais que c'était très frustrant quand on a choisi des travaux complémentaires qui peuvent s'enrichir les uns les autres, de voir qu'ils n'en profitaient pas. Alors moi, c'est vrai que c'est difficile de comparer. Moi, je faisais passer des oraux et je leur demandais juste de poser des questions pendant l'oral. Ça permettait de garder une certaine attention. Alors, est-ce que c'était aussi attentif que dans le cadre d'un atelier comme ça où ils ont une vraie évaluation à faire? Je ne sais pas, mais ça permet de gagner un petit peu d'attention malgré tout. Ah oui, attention, par contre, s'ils ne posaient pas de questions, ils avaient des points en moins, quand même. Juste le fait de poser des questions donnait des points, en gros. Jérôme? Mais moi, je me posais la question, parce que là, à chaque fois, on prend en compte l'évaluation des étudiants dans la note. Est-ce que ça ne pourrait pas être un moyen de l'utiliser pour préparer les étudiants à un rendu et par exemple, nous, on a des projets à rendre et de dire, bah voilà, on vous donne notre grille de notation. Et puis, chaque projet, vous vous auto-évaluez en amont. Et du coup, on est vraiment dans une logique constructive parce que moi, je retiens bien la collaboration entre étudiants. Mais c'est vrai que dès qu'il y a note, c'est toujours un petit peu particulier. Alors que là, finalement, ils sont en co-construction ensemble pour avoir la meilleure note. Et presque en vous écoutant, mais c'est une réaction à chaud, hein, je viens juste d'y penser. Je me dis, moi qui ai des projets informatiques, j'ai un barème de notation, je les verrais bien obligatoires hein, pour qu'ils se préparent et qu'ils sachent exactement ce qu'on attend d'eux. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez de cette idée à chaud après. Oui, moi, je trouve que c'est assez séduisant ce que tu proposes, Jérôme. Alors, j'avoue que moi, dans mon cadre, ça a peut-être pas. Je pense que dans le cadre de tes projets, ça a un tel enjeu que la co-construction ne serait pas fictive. C'est-à-dire que moi, c'est comme si je leur demandais de se faire un entraînement sur un petit truc qui ne nécessite pas forcément d'entraînement. Mais dans ton cas, je pense que oui, tout à fait, ça mériterait vraiment d'être tenté, quoi. Après, Jérôme, tu posais la question, y a-t-il dans Moodle la possibilité de créer la suite de l'évaluation en structurant les échanges entre évaluateurs et évalués? Non, une fois que l'atelier est fermé, c'est fermé. Comme on disait tout à l'heure, si tu proposes une évaluation par les pairs anonyme, c'est à eux, à la rigueur, de laisser leur nom s'ils veulent. Mais a priori, il n'y a pas d'outil pour ça. Il faut qu'ils prennent contact autrement, quoi. Mais par contre, il y a la possibilité que l'évaluation ne soit pas anonyme et que donc ils sachent qui les a évalués si on veut mettre en place une co-construction. Oui, tu peux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Combien d'évaluations sur une copie pour avoir une bonne évaluation? Il n'y a pas de chiffre, au moins 3, je dirais. Oui, parce que j'ai entendu parler 5, mais c'est vrai que… J'allais dire 5, ça me paraît… Après, voilà, ça dépend de la taille des travaux à corriger. Si c'est des dissertations de oui, si c'est trop long, et c'est ce que je me disais, sur des rapports un peu longs, ça doit être plus pénible que sur des… Mais c'est quelque chose qui se configure par ailleurs. On peut aller jusqu'à 30 évaluations pour des très grosses cohortes. Après, ça va dépendre effectivement du nombre déjà d'étudiants dans la cohorte, du type de travail rendu. Sur une promotion, par exemple, de 80, moi, c'est les publics, c'est plutôt 80 étudiants. Je ne sais pas ce que ça peut donner, effectivement, comme…
Ouais, ça, Mais- non, ouais, ça dépend de la longueur du travail. Et oui, c'est ça, ouais, c'est sûr. Ça ne faut pas Et non c'est- plus les surcharger. Ouais, parce que juste pour préciser, c'est vrai que pour des étudiants qui n'ont pas l'habitude, eux, d'évaluer, je crois que ça leur demande quand même du travail. Enfin, Plus nous, de temps, eh oui. on a plus de temps, parce que nous, on est dans cette logique, mais moi, j'avais paramétré, comme il n'y avait pas de note, donc il n'y avait pas l'enjeu de la note, mais 2 évaluations par correcteur, et quand je vois la manière dont ils l'ont vraiment détaillé, je pense qu'ils ont dû passer du temps sur chacune des copies de leurs camarades quand même, hein. Donc, surtout n'ayant pas effectivement l'habitude de procéder ainsi. Et par exemple, si les rendus sont en groupe, c'est pas gênant que les évaluations soient individuelles au final. Non, tu vois, moi, c'est ce que je fais, Delphine, en fait. Il y a un rendu de groupe et ça permet aussi d'éviter un peu le passager clandestin. C'est-à-dire qu'il faut que le passager clandestin se soit un peu bougé le popotin pour, s'il n'a rien foutu à l'écrit, c'est-à-dire qu'à l'oral, il arrive à faire un peu bonne figure en faisant son exposé, quoi. Donc ça, c'est aussi un autre avantage où parfois, quand ils ont plusieurs projets, je pense qu'ils répartissent leurs forces, hein, enfin, ce qui est très intelligent de leur part, hein, mais quand on veut qu'ils travaillent partout, bon, ça fait qu'on n'atteint pas nos objectifs. Et il faut qu'ils arrivent à présenter. S'ils arrivent à présenter le travail des autres sans l'avoir fait, c'est aussi une qualité pour le monde professionnel, mais il faut qu'ils arrivent à raconter quelque chose à leurs collègues et que ça ressemble à quelque chose. Ok. Et je me disais, ouais, si sur une promotion Moi, je comme ça, rebondir s'il y a sur la partie. Non, moi j'allais rebondir sur autre chose, je te laisse finir, Delphine. Ah oui, c'était ma dernière question, c'était si jamais il y a vraiment un gros décalage, par exemple, de table à table ou de groupe à groupe d'évaluateurs. Est-ce qu'il y a un outil, un moyen sur Moodle de lisser, par exemple, des évaluations si on observe qu'il y a un groupe qui est très enthousiaste par rapport à, pour une raison ou une autre, ce jour-là, les soutenances sont de très bonnes, on va dire, il fait très beau, ou je sais pas, où il y a une ambiance super ce jour-là et que on voit que ça biaise vraiment sur un groupe d'évaluateurs ou une séance, ou voilà, on parlait là d'un groupe qui était, par exemple, en asynchrone, ou je sais pas. Pour lisser un peu les évaluations, il y a quelque chose qui existe ou... Pas certaine que sur Moodle, on puisse jouer que sur un des groupes. Par contre, je n'ai pas exploré toutes les options. Là, quand moi je dis j'ai 20% de la note ou c'est la moyenne ça prend en compte un peu notre capacité à évaluer. Je ne sais pas quelles sont les autres options existantes. Mais après, rien n'empêche d'expliciter que l'enseignant est libre de pondérer la note in fine. Alors, ce qui serait plus clair, c'est de dire comment on pondère. Mais moi, j'avoue, j'ai jamais eu de révolution en disant que je me laissais toute liberté de... Enfin, s'ils se mettaient 20 partout, je leur dirais, écoutez, les petits loups, on la compte pas, la note, quoi. Il me semble que, Jean-Paul confirmera, mais l'enseignant peut aussi lui-même évaluer et donc attribuer un poids à son évaluation. Donc, il y a moyen de repasser derrière pour ça. Et de toute manière, il y a aussi le moyen, dans le carnet de notes de Moodle, éventuellement, de modifier des notes. Donc, voilà. On venait de parler sinon de la quantité de travail. On a parlé aussi des niveaux auxquels cela pouvait s'adresser. Et effectivement, j'ai comme la sensation quand même qu'on cherche plutôt à appliquer ce genre d'atelier à des travaux relativement complexes. Ça a étonné personne, on est très loin du QCM, quoi. Et donc, oui, ça prend beaucoup de temps. Et donc, effectivement, vous avez insisté au départ sur le renforcement des apprentissages, donc sur certains avantages, mais effectivement, ça a d'autres inconvénients qui font que ce n'est pas très adaptable à tout type d'enseignement. Même si on peut peut-être l'adapter même jusqu'au plus bas niveau, on sent bien qu'il y a des limites. Moi, je retiendrai surtout la quantité de travail, quoi. Ça demande quand même beaucoup de travail aux étudiants. Après, la tâche demandée à la base peut être assez courte. Enfin, je me souviens, quand j'étais étudiante, on m'avait demandé d'écrire, je ne sais pas, quelques lignes de code en Python pour supprimer, je ne sais pas, un truc là. Je sais pas, il fallait que je supprime du texte, je ne sais plus pourquoi. C'était un petit programme, c'était pas long. On était un petit groupe, hein, et on a dû évaluer, je crois, chacun trois petits scripts. Et au final, c'était super court la tâche en elle-même. Par contre, le fait de tester les 3 scripts et de laisser des commentaires, alors c'était super intéressant. C'était pas si long, mais c'était hyper enrichissant parce qu'on voyait aussi ce que les autres avaient fait
Et moi, sur les 3 scripts, ils faisaient la même chose, mais il n'y en avait pas un seul qui était écrit pareil. Donc, ça prend du temps, mais je pense que ça fait carrément partie de la tâche d'apprentissage. Au final, ça devient une tâche à part entière qui apporte vraiment aux étudiants. Donc, ça dépend de nos objectifs d'apprentissage. Oui, ça dépend, oui, en effet. Oui, et je pense que vraiment, c'est pour découvrir la diversité des rendus des autres étudiants qui justement, peut apporter beaucoup à l'étudiant qui corrige du coup différentes productions et qui peut avoir du coup un regard un peu réflexif aussi sur ce qu'il a fait. Et sur la charge de travail des étudiants, moi, c'est vrai que je l'ai fait pour le demi-groupe qui était en asynchrone. Donc, je veux dire, je considérais que ça leur demandait un certain temps pour faire la dissertation, pour corriger, etc. Mais je sais pas, dans les manières dont je pourrais le faire ultérieurement, pourquoi pas aussi le faire en synchrone, mais du coup en raccourcissant la séance. Par exemple, sur une séance d'1h30, pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, ils évaluent les travaux d'autres étudiants. Et à la fin, on se connecte 3/4 d'heure pour faire un bilan ensemble de ces évaluations communes. Enfin, après, ça dépend, mais du coup, la partie synchrone est, est rétrécie et la séance est partagée en deux, une partie asynchrone, une partie synchrone. Et éventuellement, ça fait partie peut-être des projets que j'aurai pour le réutiliser. Qu'est-ce qui serait mieux perçu, je pense, par les étudiants? Est-ce que c'est de faire le travail en synchrone et l'évaluation en asynchrone, ou bien de faire le rendu en asynchrone et l'évaluation, par contre, prévoir un créneau dans l'emploi du temps qui est voué à l'évaluation? Ça, je ne sais pas. Parce que si les créneaux sont limités, je sais pas je sais pas. C'est un peu une question ouverte. Je ne sais pas ce qui est le plus intéressant au niveau de la pédagogie et puis ce qui conviendrait le plus aux étudiants. Parce que moi, j'ai les deux cas, en fait. J'ai des rendus qui se font vraiment, qui y a un créneau bloqué pour faire la production. Et des fois, j'ai des créneaux qui sont là pour l'évaluation, mais souvent, je n'ai pas forcément les deux à disposition. Donc, je ne sais pas trop, effectivement, ce qu'il faudrait privilégier en synchrone, par exemple, quand il y a un créneau. Peut-être si c'est la première fois qu'ils ont ce rôle en fait d'évaluer, peut-être que ça peut être bien que ce soit fait en synchrone, éventuellement s'ils ont des questions à poser à l'enseignante. Peut-être pour la première fois, on va dire, comme on disait tout à l'heure, qu'on pouvait prévoir des temps de test, de préparation. Peut-être justement profiter de ce moment-là. Mais les deux me semblent intéressants. Les deux, effectivement, dans le cas où la partie asynchrone est avant, ça fait presque un peu classe inversée quelque part, ou en tout cas, peut-être pas classe inversée, mais préparation en amont, et après, ensemble, on reprend, effectivement. Oui, je pense que les deux ont leur intérêt. Après, si on le fait en synchrone, ça fait partie en gros de l'entraînement. Et en tout cas, dans les témoignages que j'ai pu lire, plus on va mettre en place cette évaluation par les pairs, plus les notes se rapprocheront de ce qu'un enseignant aurait donné. Et pareil, plus on multiplie le nombre de correcteurs pour une même copie. Mais ça, pareil, tout dépend de la longueur du travail à corriger. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on en a... Ah si, je crois que Delphine, tu avais posé une question. Y a-t-il la possibilité... Alors attends. Des outils pour évaluer en groupe, binôme ou pas d'intérêt selon vous? Je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'était... Vas-y, exprime-toi. Oui, c'était dans l'idée. Bon là, parce que moi j'ai des groupes qui fonctionnent ensemble pour la production, mais je me suis dit, est-ce que ça se fait que l'évaluation soit pas individuelle d'un travail quelconque qui soit fait par un individu ou un groupe, mais que l'évaluation soit pas faite par un seul individu, mais par un binôme un jury finalement? Est-ce que ça se pratique via Moodle, ou les évaluations sont forcément pas nominatives mais individuelles, quoi? On n'a pas regardé non, on n'a pas testé les travaux en groupe. D'instinct, je dirais que ça ne doit pas être possible, mais ça se trouve, c'est possible. En fait, sauf à attribuer manuellement les travaux de façon à ce que tu aies un jury qui te corrige les mêmes travaux. Là, de tête, je ne vois pas d'autres moyens pour l'instant. Parce que souvent, travailler en binôme, c'est justement, on lisse un peu, justement, on critique le commentaire que fait l'autre, et puis il s'avère que souvent, on est quand même plus proche d'une évaluation, on va dire, experte, lorsqu'on s'y met à deux novices, quoi. Donc, je me dis, est-ce que alors, on peut le faire, effectivement, on peut le faire indirectement, mais il faudrait que les commentaires soient visibles entre les évaluateurs, je ne sais pas.
Et de façon synchrone, effectivement, ce qui est pas pris en charge par Moodle, a priori. Pour l'instant, ouais, c'est pas. Et tu n'as pas moyen, Jean-Paul, de faire évaluer le travail que par un seul étudiant, tu vois, comme sur mes tables là, et où en fait, il n'y en a qu'un qui rentre, qui sera un peu comme le président de jury, et qu'il consulte les autres. Alors, le seul truc qui est un peu délicat, c'est qu'en gros, moi, c'est vraiment en mode table, c'est-à-dire que celui qui vient de passer, il est à la table. Hein. Ou alors, il faut le faire sortir pour que que ça puisse être fait en mode jury sans que le candidat qui vient de passer soit présent. Mais ça, je pense qu'il doit y avoir moyen de bidouiller les options, peut-être pour qu'il n'y en ait qu'un et qu'il rende l'évaluation, mais que ça a été concerté oralement. Alors, il n'y a pas de gros contrôle dessus, mais il y a peut-être moyen de jouer là-dessus. Il faudrait qu'on teste de notre côté. Enfin, nous, on n'a pas eu le cas de figure, mais peut-être en créant des groupes dans le cours Moodle et après en paramétrant l'atelier Moodle, donc avec l'évaluation par groupe. On n'a pas encore testé. Non. Après, comme dit Fanny, c'est rare que ça roule comme sur des roulettes sans relancer l'évaluation, refaire un peu en arrière des étapes. Voilà. Merci Elisa. Alors, on a des cellulitis qui sont d'enfer, mais c'est rare que... Ah, mince, alors pourquoi vous n'arrivez pas à saisir Oui, en faisant 2-3 coups de rame, on y arrive. Quoi. Mais... Ou quelquefois envoyer aussi, moi j'ai eu ce problème, un mail de relance aux étudiants, parce que du coup, il y a quand même beaucoup d'échéances. Il y a l'échéance où il faut le rendre, l'échéance où il faut évaluer, la deadline pour évaluer, et après, ça y est, vous pouvez le consulter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce rôle-là où, bon, à chaque fois, j'avais besoin de renvoyer. Puis la veille de la fin de la date limite de l'évaluation, il y en avait que, pas pour ce groupe-là, hein, mais pour un autre groupe, il y en avait peut-être que, je sais pas moi, 5 sur 15 qui avaient fait l'évaluation. Donc là, je me suis dit, non, là, il faut leur envoyer un petit mail de rappel parce que ça va pas, ils vont pas aller jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'il faut avoir ce suivi quand même. Ouais, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il serait jouable de mettre en place une évaluation 100% par les étudiants? Oui, c'est-à-dire 100%, c'est-à-dire toi, tu ne donnes pas du tout ton retour? Éventuellement, je corrige les aberrants, mais ça veut dire que la note finale, elle a été remise par les pairs. Ah oui. Et pas simplement 10-20% comme je l'ai vu. Avec l'objectif de se dire que s'ils évaluent et que s'ils mettent une note, l'objectif, c'est qu'ils maîtrisent aussi parce qu'ils doivent mettre une note cohérente. Oui, moi, je pense que c'est possible. Enfin... Tu veux dire de note 100% de ton travail sans être pénalisé sur la note Oui, c'est possible. On a testé justement parce qu'on s'était posé la question. Il faut le mettre à 0, tout simplement. Ouais. Le fait que ce soit possible dans Moodle, ça, ok, mais pédagogiquement, je voulais avoir votre retour là-dessus. Est-ce que ça peut avoir du sens dans certains cas ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux éviter? Parce que ce que j'ai entendu d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, on limitait cette partie-là. Est-ce qu'on peut pousser le bouchon le plus loin en disant ils sont autonomes, ils sont... voilà, on est avec un degré de maturité des étudiants plus avancé, mais aller jusqu'à l'évaluation 100% par les pairs. Moi, je dirais oui. Alors après, chacun pourra bien, mais je dirais oui si tu les as entraînés avant, si tu leur as appris à formuler des rétroactions constructives et pas simplement bravo, mais pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est pas bien ou qu'est-ce que tu aurais mis à la place. Si tu les as entraînés et que la note qu'ils vont avoir c'est pas juste la première fois, il faut qu'ils l'aient déjà fait quelques fois avant pour comprendre le principe et mesurer les enjeux. Et du coup, avoir été entraînés, ils se sentiront aussi plus légitimes. Pour moi, oui, voilà. Et comme je disais, il y a eu des études qui ont montré que plus souvent ils sont entraînés et plus il y a de correcteurs, plus ça se rapproche de la note que toi tu aurais mis. Après, rien ne t'empêche d'en effet aller voir s'il y a des choses totalement aberrantes et de rectifier. Mais moi, je dirais que oui, si on prépare tout bien et si on fait un petit entraînement, voire plusieurs entraînements, ou si on revient à chaque fois sur comment ça s'est passé. Tu vois, je sais pas, cette évaluation. Je ne sais pas si les autres, vous avez un avis différent du mien, mais... Alors, non, mais je peux témoigner en tant qu'étudiante. On a eu ce cas de figure où sur 3 ou 4 travaux, je ne sais plus, dans le semestre, seule la note des autres étudiants ont compté. Ça a été 100%. Alors, l'enseignante, comme tu disais, Maïlis, l'enseignante a vérifié quand même 2-3 notes pour voir si c'était cohérent.
Mais effectivement, c'était cohérent apparemment, vu qu'elle n'a pas touché à ces notes-là. Et c'était 4 notes qui ont été 100% données par les étudiants. Et il y a eu 5 évaluateurs par étudiant, par travaux à évaluer. Mais c'est totalement possible. Et nous, ça a été... Après, on avait déjà fait 5 ou 6, je crois, ateliers. On était déjà entraînés. Et ça a été très bien vécu par toute la promotion. On était une centaine. Ok. Un peu le nombre, voilà. On était une centaine. Puis, quelque part, il faut aussi se dire que du coup, si vous avez 4 notes pour ce truc-là, déjà, ça vous laisse le temps, vous avez plus de chances de vous rattraper si vous avez loupé quelque chose que si vous aviez eu un seul examen final, corrigé par l'enseignant, certes, mais enfin, si vous vous loupiez de manière définitive, quoi. Enfin, Oui. Voilà. D'autres remarques? Non. Merci en tout cas. Ouais, merci. C'était très intéressant. Ben, merci à vous d'être venus. Ça donne envie de s'y lancer. Ouais, et on va pouvoir faire un retour d'expérience l'année prochaine. Oui. Ouais. C'est dommage que ça ne soit pas plus utilisé, en fait, je pense. Clairement. Enfin, On a encore une utilisation très, très, très marginale au sein de... Ah oui. Notamment chez nous. Oui, à Bordeaux INP, c'est pareil. Je vois Kenneth, là, à mon avis, il va s'y lancer. Mais oui, puis après, ça paraît toujours... c'est toujours l'activité. Voilà, quand on regarde les activités, en fait, on la met de côté parce que atelier, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourtant, on fait des tutos, on explique, mais... Voilà, j'arrive pas à comprendre en fait ce qui ne déclenche pas l'envie de... Alors moi, je sais que ça se fait, ça se pratique à l'École nationale supérieure de cognitique, là, à l'ENSC. Ouais. Mais en dehors de Moodle, en fait, sur des soutenances, voilà. Mais ça passe pas sur le site Moodle. Ça se fait en live sur des passations comme ça de groupe. Et effectivement, l'enseignant, à ce moment-là, il a plus un rôle de commentaire. Il suit que les questions, les remarques, etc., ça se passe bien et que les évaluateurs sont impliqués. Et il commente si les étudiants, des fois, sont dans le besoin d'avoir quand même un commentaire de l'expert et de l'enseignant, mais plus pour accompagner ça. Et ça se passe bien, mais c'est vrai que c'est en dehors Moodle. Ils n'utilisent pas Moodle, je crois. L'ENSC n'utilise pas beaucoup Moodle, de toute façon. Mais c'est vrai que déjà. Peut-être que le terme atelier n'est pas très explicite. Et ouais. Parce que c'est vrai que tout de suite, quand on dit évaluation par les pairs, ça fait tilt quand même. Tandis que atelier, on voit pas trop en fait ce qu'il y a derrière. Moi, c'est vrai que bon, j'aurais pas quelques collègues qui l'ont fait aussi, et puis bon, Elsa et Florie qui m'en avaient parlé aussi, mais sinon, je pense que je me serais pas lancée pour le faire parce que je me dis qu'est-ce que c'est que cette ressource de Moodle, cette fonctionnalité, on ne sait pas. Peut-être que le nom serait à changer. En fait. Moi, j'ai découvert là aujourd'hui que ça existait. Mais de façon générale, Moodle a parfois des formulations traduites de l'anglais qui sont un peu hasardeuses. Oui, c'est vrai. Effectivement, sur les activités comme ça, c'est très très facile de passer à côté. Delphine, si tu souhaites le mettre en place, voilà. J'ai tout fait. Voilà. Mais je vais en parler autour de moi aussi. Ouais. Il me semble que Moodle, la plupart du temps, c'est traduit par des bénévoles. Alors même s'il y a des espèces de comités pour harmoniser, pour qu'on comprenne tous, il y a quand même des choses dans certains plugins ou quoi. Enfin, là, c'est un truc natif, mais qui ne veulent presque rien dire, quoi. Donc, le workshop, je crois que c'est en anglais, et ça parle plus, effectivement. J'aurais peut-être dû le laisser en anglais. Oui, peut-être, c'est vrai. Bon, écoutez, super. Et on se retrouve dans un mois. Je crois que c'est le 4 mai et c'est pour... Alors attends, je vérifie sur les slides. Hop, c'est le 4 mai, toujours à 13h, et c'est varier le type de production à demander aux étudiants. Voilà, donc venez nombreux pour les 2 personnes qui sont là encore. Revenez, voilà. Oui, revenez. Ça marche. Merci beaucoup à Fanny et Lisa. Oui, merci. Et passez de bonnes vacances si vous en prenez. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bientôt.